Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre table ronde dédiée au sucre, à l'obésité, à l'excès de sucre, ses conséquences pour la santé. Une table ronde organisée avec Diabète Genève et le plaisir d'accueillir nos invités. Mauro Poggia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil d'État, conseiller d'État en charge de la santé pendant quelques jours encore avant que votre successeur ne prenne ce dicaster. Merci d'être avec nous. Professeur Zoltán Pataki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin adjoint agrégé, responsable de l'unité d'éducation thérapeutique du patient au HUG. C'est quoi concrètement en langage moins barbare? Nous nous occupons principalement du diabète et de l'obésité. Bon, voilà, c'est plus simple quand on le dit comme ça. Et bonsoir Odile Rossetti-Olani. Oui. Vous êtes diététicienne auprès de Diabète Genève. Mauro Poggia, en première partie, on a parlé de politique, on a parlé notamment de cette motion sucre qui avait été déposée par le bon docteur Boux, acceptée par le Grand Conseil. Il nous a dit « rien n'a été fait ». Vous n'avez rien fait, Mauro Poggia? Non, c'est faux. Il ne faut pas croire que c'est simple. D'abord, nous sommes un canton, un petit canton, entouré par l'Union européenne sur 100 km de frontières et rattaché à la Suisse avec des législations différentes. S'il faut mettre en place des mesures fiscales, qui sont d'ailleurs préconisées à juste titre par l'OMS pour inciter les producteurs effectivement à baisser la densité de sucre dans les aliments, eh bien, il faut aussi penser qu'est-ce qu'il en est des aliments qui sont achetés ailleurs et qui sont importés, puisqu'évidemment, une augmentation de la fiscalité sur ces produits risque d'induire une augmentation du prix de ces produits et donc une tentation pour certains consommateurs d'aller se fournir ailleurs. Donc il faut voir quelle est la compatibilité avec le droit fédéral. Les équipes de la Direction générale de la santé qui ont soutenu cette motion en disant c'est un beau challenge à prendre. Genève peut être pionnier et montrer un signe dans ce sens. Donc nous allons le faire, mais il ne faut pas croire qu'il suffit de faire une loi et puis que les choses vont changer. Justement, quels sont les freins? Quel est encore le chemin à parcourir? Bertrand Boux dit que nos voisins s'y sont un peu mis et que ça ne fait pas forcément augmenter le prix des aliments sucrés, mais ça force les industriels à baisser le taux de sucre pour avoir des aliments au même prix, au fond. Vous avez vu que M. Berset a fait un accord avec une dizaine d'entreprises, ce sont ces déclarations de Milan pour diminuer de manière très modeste le sucre dans certains aliments. C'est un balbutiement sur ce chemin et pourtant M. Berset est en charge de la politique de santé au niveau national. Quand on parle de nos voisins, ce n'est pas nos voisins les Vaudois, ce sont nos voisins européens qui travaillent, qui ont évidemment aussi un impact et une force dans ce domaine qui est bien plus présente que le canton de Genève. Nous allons dans ce sens. Je pense que des projets vont venir. Ensuite, la compatibilité avec le droit fédéral. Quelle est la marge de manœuvre d'un canton? Là aussi, il y a des avis de droit qui doivent être obtenus. Il y a des accords qui doivent être obtenus aussi de la part de la Confédération, parce que imposer des règles, c'est aussi prendre des mesures contre ceux qui ne les respectent pas. Or, a-t-on un marché suffisant à Genève pour faire en sorte que ceux à qui on impose ces règles vont les respecter? J'en suis pas convaincu, même si je souhaiterais que ce soit le cas. Le plus simple, ça reste la prévention. Localement, en tout cas. Ça, c'est clair que le patient est d'abord son propre médecin. C'est lui qui doit essayer de voir les choses dans une perspective. Nous avons un plan cantonal de promotion de prévention au niveau de Genève qui est admirable, je dois dire. Et comparativement, c'est sans doute le plan le plus complet. Nous avons pratiquement 1,5 million qui est mis en subvention pour des acteurs pour inciter notre population à mieux choisir ce qu'elle mange, aussi à faire de l'exercice, parce qu'on le sait, la prévention va aussi pour l'exercice, et puis on en parlera certainement, évidemment, la détection, le dépistage est indispensable. Le diabète est malheureusement une maladie qui évolue à bas bruit, comme on dit, et lorsqu'elle arrive du prédiabétique, où là, il faudrait intervenir au stade de diabétique, c'est souvent malheureusement trop tard pour faire des marches arrière, donc il faut absolument que les gens entrent dans ces processus de dépistage. Oui, effectivement, on a parlé en première partie de ce dépistage. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont atteints de diabète ou de prédiabète, et là, il y a aussi évidemment un peu de travail à faire. Professeur, vous parlez pas non seulement d'une pandémie de diabète, mais d'une vraie pandémie d'obésité qui engendre ensuite toutes ces conséquences dramatiques. Effectivement, comme le diabète, l'obésité de même, malheureusement aujourd'hui augmente en termes de prévalence, en termes de nombre de personnes, non seulement en Suisse, mais bien évidemment et malheureusement aussi partout dans les autres pays qui nous entourent et aussi sur tous les continents finalement. Donc on parle vraiment d'un problème mondial, d'une pandémie.
En Suisse, par exemple, nous savons que rien que les 25 dernières années, le nombre de personnes qui souffrent d'obésité a doublé. Donc, on passe de 6% en 1992 à 11% des personnes souffrant d'obésité en 2017. C'est le dernier recensement statistique. Et aujourd'hui, si on veut, si on compte le surpoids en plus, 42% de la population suisse souffre d'un poids qui dépasse la norme. Et ça, parce qu'on avait quand même l'image que c'était réservé aux États-Unis, quand on voit ces images de gens obèses qui se nourrissent de malbouffe, etc. Ça concerne aussi le bon vieux continent européen. C'est clair. Et on est juste derrière. Et on est en train de les suivre, mais vraiment dans la même direction. Et c'est vrai que le surpoids, il a doublé. Il y a de plus en plus de risques de développer une obésité. Et puis, au niveau de l'alimentation, on est de plus en plus stressé, on a de moins en moins de temps, on investit de moins en moins d'argent dans l'alimentation. Et puis, on se nourrit avec ce qu'on trouve. Et ça, c'est une grande problématique parce que de dire à quelqu'un, il faut essayer de cuisiner, faire soi-même, prendre des aliments bruts, ça demande un minimum de connaissances qu'on n'a pas forcément acquis ou qu'on a peut-être oublié ou qu'on n'a pas été élevé là-dedans. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Professeur, vous souhaitiez réagir? C'est un peu le rôle de ce que nous essayons de faire aux HUG dans l'unité d'éducation thérapeutique pour les personnes souffrant d'obésité et du diabète, où nous essayons finalement de les amener à une certaine autonomie de vivre avec cette maladie, parce que le diabète, mais aussi bien l'obésité, ce sont des maladies chroniques, des maladies récidivantes avec des complications. Et notre but, notre mission, c'est de les apprendre à vivre avec cette maladie et d'être le plus autonome possible. Pourquoi? Pour éviter les complications et pour garder, voire améliorer leur qualité de vie. Malheureusement, le problème de l'obésité est à la fois le développement du diabète, qui suit et les courbes sont carrément parallèles, mais l'obésité entraîne d'autres complications cardiovasculaires, des complications comme l'hypertension artérielle, mais aussi, on en parle peu, par exemple, certains types de cancers sont en lien direct avec l'augmentation du poids. Pancréas, notamment, le cancer du pancréas. Le pancréas, effectivement. Donc, on a une panoplie des maladies associées à l'obésité dont on sous-estime l'ampleur aujourd'hui. Et si, effectivement, nous n'allons pas prendre des démarches nécessaires pour la prévention de ces maladies, nous risquons d'ici quelques années de nous retrouver avec une augmentation très importante de toutes ces complications liées à l'obésité. Et on le voit dans les dépistages. Et ça passe par la formation, l'information des gens. Alors, on parle souvent des étiquettes, que c'est le consommateur qui décide ce qu'il mange, quand il mange, etc. Mais les étiquettes ne sont pas claires. Moi, je suis diététicienne, je suis spécialisée. Pour certains produits, je ne sais simplement pas la quantité de sucre ajoutée. Parce que les sucres, en fait, ajoutés font partie des dons sucres que vous lisez sur les étiquettes. Et le don sucre contient aussi le sucre du lait naturellement présent et le sucre des fruits entiers qui sont aussi naturellement présents. Donc, quand je vois don sucre, ça ne me dit pas quelle est la quantité de sucre ajouté si le produit contient du lait et des fruits. Et même en regardant les ingrédients, il n'y a pas le pourcentage qui est indiqué. Le sucre joue à cache-cache un peu oui. dans nos aliments. Et puis, encore plus, parce que la dénomination de sucre est souvent splittée en plusieurs sucres. Donc, dans le même produit, vous pouvez avoir du fructose, du glucose, des sucres invertis, du sucre blanc. Et en fait, ça déplace parce que sur les étiquettes, vous avez le premier ingrédient qui est majoritaire, et puis plus vous allez, moins vous avez au niveau de la quantité. Donc, le fait de le splitter, ça va faire qu'au lieu d'avoir la première position dans le produit, il va être à la 4e, 5e, 6e position. On va parler de diététique, c'est très important aussi de rentrer dans le détail, mais voilà, M. Poggia, c'est vrai, véritable problème de santé publique. On parle de pandémie, c'est un mot qui peut résonner de manière assez forte après ce qu'on a vécu avec le Covid, mais je veux dire, les effets sont déjà là. Vous savez, il y a un chiffre qui m'a choqué. En moyenne, chaque personne consommait 3 kilos de sucre libre en 1850. Aujourd'hui, c'est 39 kilos. Par personne. Donc, on voit évidemment l'augmentation énorme qui ne peut pas être sans conséquence. Donc, évidemment, il y a d'abord la prise de conscience de ce que l'on consomme, mais
chacun de nous se rend bien compte que s'il commence à grignoter des tablettes de chocolat entre chaque repas, il doit y avoir du sucre dedans. Et je n'ai pas forcément besoin de regarder sur la plaque de chocolat pour savoir s'il y a du sucre. Donc il y a aussi des habitudes alimentaires qu'il faut changer. Alors, à la fois, mieux se nourrir, mieux contrôler ce que l'on mange, mais on sait à quel point c'est lié aussi au niveau économique des personnes. On sait à quel point, quand on fait des cartes des personnes où l'obésité se trouve le plus, et même à Genève, que ce sont... C'est dans les quartiers populaires. Généralement, les quartiers populaires où, effectivement, les gens contrôlent moins ce qu'ils mangent, ils ont peut-être moins le temps de cuisiner et ils achètent des produits déjà confectionnés qu'ils mangent tels quels. Donc, je pense qu'il y a ces habitudes, mais il y a aussi bouger. Et c'est là où on voit à quel point le sport de manière générale, je ne parle pas de haut niveau, mais le mouvement pour lequel nous avons un axe prioritaire, notamment pour les enfants et les adolescents, parce que l'obésité commence déjà chez les enfants de 5-6 ans, ce qui est évidemment encore plus problématique, mais chez les enfants et les adolescents, donner l'habitude de bouger, faire du sport, et ça doit être directement lié à la politique de santé. Aujourd'hui, on a une politique du sport qui se fait ailleurs, et je pense que là, véritablement, il y a un travail commun qui doit se faire. Professeur. C'est absolument fondamental ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, j'appelle la société d'aujourd'hui un peu la société obésogène. Puisque malheureusement, la quantité de sucre, et il y en a plus de 50 types de sucre différents qui se cachent dans les aliments, c'est un peu le jeu de l'industrie alimentaire. Pourquoi, en fait? Parce que le sucre rajouté dans ces aliments a plusieurs rôles. Ça augmente, ça améliore le goût, ça améliore la texture. Et si ça améliore la texture et le goût, ça suscite les gens à consommer davantage. Donc finalement, malheureusement, il y a probablement un intérêt financier de cette industrie alimentaire derrière qui nous pousse à consommer ce sucre-là. Nous, quelque part, les citoyens, nous sommes des victimes puisque il existe, et ça a été évoqué dans la première partie de cette émission, l'addiction au sucre. Il faut dire que jusqu'à 30% des personnes souffrantes d'obésité présente une sorte d'addiction au sucre. Ouais. Et cette addiction, elle est la même que l'addiction à la cocaïne, à l'alcool, à la cigarette, etc. Et elle est entretenue par la présence de ces sucres cachés dans les aliments. Justement, il y a des intérêts économiques, monsieur le conseiller d'État, mais en même temps, il y a des enjeux immenses sur les coûts de la santé, parce que tout ce que ça induit comme conséquence... On est évidemment dans une période où les primes maladie ne cessent d'augmenter. Alain Berset a annoncé il y a quelques jours qu'elles allaient probablement augmenter assez fortement à la rentrée de septembre. Enfin, c'est la même rengaine, c'est le même refrain. Bien sûr. L'obésité, on estimait qu'elle coûtait à la collectivité suisse 2,7 milliards en 2002. En 2012, 10 ans plus tard, c'est 8 milliards. Donc, les coûts induits par cette problématique sanitaire, mais qui devient aussi social et qui dépasse largement le problème de la santé, est énorme pour l'ensemble de la collectivité. Et il ne faut pas croire, je pense, que la responsabilité est ailleurs. C'est vrai qu'il y a une responsabilité, il faut mettre les producteurs devant leurs responsabilités et les amener à changer. Bien sûr, l'addiction au sucre fait vendre, donc c'était plus facile d'attraper le client en créant des produits qui sont addictifs grâce au sucre. Et ça, il faut évidemment qu'il y ait une pression internationale. Mais en attendant, il ne faut pas simplement attendre que les gouvernants fassent quelque chose en se disant « moi, petit consommateur, je suis la victime de cette grande machine commerciale ». Il faut se dire que chacun peut changer sa vie à tout instant. Bouger, tout le monde peut bouger. Et se déplacer au travail en marchant, descendre de l'autobus 2 arrêts avant le lieu de destination et faire la dernière partie à pied, tout le monde peut le faire. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Je pense que ce sont des petites choses simples qui, indépendamment de choisir ce que l'on mange et éviter de manger entre les repas, peuvent faire déjà la différence en attendant que les gouvernants à tous les niveaux se responsabilisent aussi davantage. Vous souhaitiez réagir, professeur? Ensuite, je vous donne la parole. C'est effectivement les moyens clés de lutter contre la pandémie, aussi bien du diabète que de l'obésité, d'agir sur le changement de comportement des personnes en termes d'alimentation, en termes d'activité physique. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas si simple de changer le comportement alimentaire. Et nous le savons à quel point c'est difficile si quelqu'un nous demande de changer. Pourquoi? Parce que si on parle de l'obésité et le diabète, c'est vraiment la même chose. Il y a ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Le stress, les soucis font que nous avons besoin d'une certaine récompense au quotidien
pour se faire le petit plaisir que nous n'avons pas eu la journée parce que toute la journée, nous sommes stressés au travail, derrière nos bureaux, etc. Donc, le petit plaisir qu'on consomme, mais qui devient régulier dans la journée, ces petits grignotages, finalement, contribuent à cette pandémie. Et de prendre en charge ces troubles du comportement alimentaire et d'aider vraiment avec des professionnels de santé à ces gens, c'est crucial. C'est ce que nous essayons de faire aux HUG. Odile? Alors, c'est vrai que par rapport au comportement alimentaire, souvent là-bas, c'est de revenir à une alimentation simple. Et puis, vous disiez que quand on mange du chocolat, on sait qu'il y a du sucre, tout à fait. Mais par contre, il y a des aliments où on ne le sait pas. Il y a des sauces, il y a de la mayonnaise, il y a différents produits où le sucre est systématiquement ajouté. Je prends par exemple la charcuterie, il y a toujours du glucose. Bref, et c'est pour ça que Maybe Less Sugar, donc cette campagne de prévention et de sensibilisation au sucre ajouté, permet, avec le calculateur qu'on trouve en ligne, de pouvoir calculer automatiquement le sucre ajouté dans les différents aliments qu'on consomme. Et grosso modo, c'est assez simple. Vous créez un compte et puis une fois que vous avez votre compte qui est créé, vous rentrez les aliments qui sont consommés pendant la journée. Ça va se calculer automatiquement et puis vous arrivez au total de la journée. Et le total de la journée, vous pouvez le comparer avec les recommandations. Vous pouvez les comparer avec la moyenne suisse. Et puis l'idée, c'est pas forcément de faire 0 sucre ajouté, mais simplement de prendre conscience de ce qu'on fait et puis d'essayer d'améliorer. Je prends l'exemple, si je bois 2 jus de fruits par jour, ça me fait 44 grammes de sucre ajouté. Si je me dis, au lieu de prendre un verre de jus d'orange, 2 verres de jus d'orange, j'en prends qu'un et je mange une orange, j'ai 22 grammes d'économisés. Donc, c'est aussi de voir, le calculateur, il permet aussi d'identifier tous les aliments qui amènent des sucres et de voir quels sont les aliments pour soi qui posent le plus de problèmes pour essayer de les limiter. Pour ça, rien ne vaut aussi des images. Tout à vous fait. empilez les petits cubes de sucre, ça c'est toujours quelque chose qui marche. C'est vrai que je prends régulièrement trois types d'aliments. Il y a les 5 décilitres de soda. Donc, dans 5 décilitres de soda, ça peut aller jusqu'à 53 grammes de sucre, ce qui fait 14,5 morceaux de sucre ajoutés, dont on n'a pas forcément conscience à ce point-là. Parce que si on les prend comme ça, tel quel, c'est pas très bon. Oui, c'est clair. Enfin, je sais pas, mais... C'est écœurant même. C'est beaucoup. C'est écœurant. Pour un yogourt, si je prends un yogourt mocha, on va arriver à 17,5 grammes de sucre ajouté, ce qui représente 5 morceaux de sucre. Et puis pour des céréales, si je prends une des pires, si ce n'est la pire, on arrive à 37 grammes de sucre ajouté, soit un tiers du bol, ce qui représente 10 morceaux de sucre. Mmh. Donc c'est clair que, je dirais aussi avec toute la publicité, les emballages, ça donne envie. Ça fait croire que c'est sain. Ils rajoutent des vitamines, ils rajoutent des minéraux, ils rajoutent des fibres entières, des fibres. Et puis ça fait que ça trompe le consommateur. Mais que valent ces produits zéro, light, toutes ces choses-là Bonne question. Alors, par rapport aux édulcorants, il ne faut pas oublier que les édulcorants, c'est des additifs. Donc, pour éviter d'arriver aux doses maximales par jour, les industriels vont mettre 2-3 additifs, sans compter peut-être un colorant, sans compter un arôme, et puis d'autres additifs. On sait que les additifs, on ne sait pas exactement comment... ils ont été tous testés individuellement, mais tous ensemble, on ne sait pas leur effet. Et puis, ça maintient ce goût sucré. Donc, le goût sucré, une fois qu'il est là, on aura beaucoup plus de risques de re-switcher à un produit sucré. Et puis, ça entretient toujours ce goût. Oui, mais vous savez, moi, avant, quand j'étais plus jeune, je prenais toujours un sucre dans mon café. J'ai décidé un jour de ne plus mettre de sucre dans mon café. Ça a été dur quelques mois. C'est vrai que c'était amer. Et puis aujourd'hui, si je mets un sucre dans mon café, je n'arrive plus à le boire. Donc, on a vraiment une habitude. Et puis, on est tous les mêmes. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pour ça que le dépistage est important. Parce que quand vous êtes face à un professionnel de la santé qui vous dit vous êtes en stade prédiabétique, vous pouvez encore changer les choses, voilà ce qu'il faut faire. Je pense que ça sensibilise les gens. Trop souvent, les gens ne veulent pas savoir en se disant « ça ne m'arrivera pas ». Et puis finalement, lorsqu'ils sont face à la situation, c'est trop tard pour revenir à une situation vraiment normale. Donc je pense que ces campagnes de dépistage dans lesquelles le canton s'engage aussi pour permettre que ça se fasse à grande échelle et auxquelles je vais moi-même personnellement parce que j'ai un intérêt personnel et je pense qu'il est important de montrer aussi physiquement qu'on soutient la démarche, eh bien, ce sont des campagnes qui sont vraiment indispensables parce que quand on est face au problème,
on devient conscient du problème. Professeur. Vous avez mentionné effectivement le dépistage, c'est crucial parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils souffrent de telle et telle maladie, et notamment le diabète, puisqu'il s'agit des maladies silencieuses. Et que, effectivement, si on arrive à dépister tôt la maladie, on peut éviter le développement jusqu'à l'arrivée au diabète. Mais je vais vous dire une chose, c'est que même les personnes diabétiques déclarées avec un diabète de type 2, après un certain nombre d'années, peuvent arriver à ce que j'appelle la rémission du diabète de type 2. Ça veut dire que ce n'est pas la guérison, mais c'est la rémission. Ça veut dire il n'a plus besoin de traitement, aucun médicament, aucune injection, et le taux de sucre va être normal dans le sang, avec simplement les mesures de lifestyle, donc d'amélioration d'hygiène de vie, activité physique, etc. Rien que dans notre service, après une année multidisciplinaire de prise en charge pour l'obésité, nous avons réussi en une année de réduire de 75% le taux de ce diabète, donc de rémissionner après une année avec des approches simples. Alors, approche simple, c'est jamais simple parce que j'ai de la chance d'avoir toute une équipe multidisciplinaire composée des psychologues, diététiciens, médecins, infirmières et aussi d'art thérapeutes, puisque n'oublions pas, l'obésité et le diabète, ce sont des maladies complexes et on ne peut pas juste se focaliser sur ce qui est la pointe de l'iceberg, le sucre. Il faut prendre la personne dans sa globalité. Et si on le fait, mais on arrive à non seulement éviter la progression vers le diabète, mais arriver à rémissionner avec le diabète. Oui, ça c'est aussi la question de dans quelle mesure peut-on agir sur son destin. Alors à vous entendre, ça a l'air assez simple. Non, rien n'est simple. Je n'ai pas dit que c'est simple. Non, mais bon, voilà. Je dis que c'est possible, c'est une question de volonté et pas de volonté excessive. Je pense que c'est une règle de vie que l'on doit se fixer, comme ceux qui ont des montres connectées, qui calculent leur nombre de pas. Ça peut sembler puéril et pourtant c'est utile. Mais les régimes, par exemple, c'est vrai que de faire un régime, c'est difficile parce que voilà, vous parliez du côté multidisciplinaire, on fait appel à d'autres implications que juste le moment où on mange. Alors, quand on dit régime, moi je préfère plutôt parler d'alimentation équilibrée. Ça dépend aussi d'où on vient. Ça veut dire que si je mange très déséquilibré, il faut pas viser la perfection. De toute façon, il n'y a personne qui est parfait. Donc, c'est de faire un bilan de ce qu'on fait, puis de voir comment améliorer. Comme je disais tout à l'heure, avec l'exemple des jus de fruits, mais la personne qui mange 5 ou 6 portions de fromage pour le repas du soir, on ne va pas lui dire d'en manger 2 ou 3, on va peut-être y aller tranquillement. L'idée, c'est surtout de réaliser ce qu'on fait et puis d'essayer d'aller vers le mieux. Et puis, il y a certaines choses, je ne suis pas prête de faire les efforts, mais par contre, d'autres, oui. Donc, on commence par ça et puis petit à petit, on va dans la bonne direction. Vous parliez de régime, si c'est trop strict, c'est pas tenable. Et en plus, ça va amplifier les frustrations, et puis qui dit frustration dit compensation, et puis après il y a tout qui tombe. La balance, quoi. Oui, mais je ne sais plus qui disait, si on m'enlève tout ce qui me fait du mal, il ne restera plus rien pour me faire du bien. Donc c'est vrai, il faut quand même se récompenser un peu, on a le droit quand même d'avoir des petits plaisirs, et je pense qu'il y a l'autoflagellation n'a jamais servi à rien. Et je pense que ça n'est que momentané les effets, et ensuite on retourne vers les travers. Je pense qu'il faut le faire avec intelligence, avec régularité, se fixer soi-même des objectifs qui ne soient pas trop ambitieux, qui soient accessibles, et essayer ensuite de progresser. Moi, il m'arrive de ne pas avoir fait mes 10 000 pas par jour. Eh bien, quand j'arrive devant chez moi, je fais encore le tour du quartier une fois, et puis je fais mes 10 000 tours. Puis en même temps, ça m'aère l'esprit, et on ne se rend pas compte le bien fou que ça peut nous faire parfois de laisser l'esprit vagabonder. C'est le conseil que vous donnerez à la personne qui vous succédera à la santé. Oui, avoir les oreilles ouvertes et l'esprit ouvert. Si on parle de l'activité physique à Genève, je suis étonné quelle est la fréquence d'arrêt de bus. En fait, j'ai même pas le temps de monter dans le bus. Il démarre à peine, il y a déjà un arret. Voilà. Je me dis, est-ce que ça, c'est pas un moyen de réduire le nombre des arrêts de bus? Conseil d'État en charge des transports. Après, c'est les personnes âgées. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, monter à l'arrêt de bus suivant et descendre à l'arrêt de bus précédent celui du but à atteindre, c'est pas grand-chose et ça fait du bien. Je pense que ce sont des petites choses. Évidemment, ça demande peut-être de partir un peu plus tôt. On est dans un monde de stress et malheureusement, on peut pas toujours le faire et c'est pas moi qui donnerai des leçons. Des fois, d'attendre le bus, ça nous fait, si on va à pied, ça nous fait gagner du temps même. J'ai même cette expérience. Oui, tout à fait. Tant qu'il arrive. Juste pour rebondir un mot sur le régime, effectivement, nous avons réussi aux HUG à bannir le mot régime, puisque le régime induit une sorte de comportement restrictif qui n'est jamais durable sur le long terme. Nous envisageons chez des gens à changer leur comportement, mais d'une manière durable et à vie. Aucun régime, jusqu'à maintenant en tout cas, n'a pas réussi
Personne n'a pas réussi à tenir un régime toute sa vie. Ça marche pendant que la personne fait le régime, puisque à un moment donné, c'est tellement de frustration, tellement de non... c'est pas vivable souvent, donc la personne arrête le régime, elle recommence là où elle était avant, et le poids ou le diabète, il revient. Donc le régime, c'est pas un bon mot, on parle vraiment de l'alimentation équilibrée, comme vous avez évoqué. Donc faites attention à ce que vous mangez, allez vous faire dépister aussi, en marge de ces actions organisées par Diabète Genève. Vous avez la date de la suivante par cœur. 8, 9 et 10 juin. Voilà, comme ça le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir conclu cette heure consacrée aux excès du sucre, ses conséquences pour la santé, des conséquences assez graves. Il faut prendre ce sujet au sérieux. J'espère que cette émission vous aura été utile chez vous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée sur les Monts Bleus. Merci.